Comment ça va? Comment allez-vous? Nous commençons avec cette image où des milliers d'abeilles auraient envahi une zone à Étibot, dans le sud d'Israël. Selon les rapports, les autorités ont conseillé aux personnes d'éviter de s'approcher des abeilles qui se sont installées dans un complexe commercial. Cela attire l'attention aujourd'hui. Eh bien, un autre sujet qui attire également l'attention ces dernières heures, ces derniers jours, c'est que certains incidents ont été signalés dans les tours de contrôle aérien. Cette fois, quelque chose attire l'attention. Écoutez. Les gars doivent être professionnels. C'est pour ça que tu pilotes encore un RJ? Non, non, non. Et c'est toi, c'était drôle les 5 premières minutes. C'est un gros voyant rouge, tu ne trouves pas? Miaou, miaou, miaou. Miaou, miaou. Eh bien, d'après ce qui a été rapporté, on a entendu et détecté deux pilotes qui jouaient, miaulaient et aboyaient sur une fréquence d'urgence aéronautique. Ce n'est pas la première fois que cela arrive. Seulement maintenant, tout est examiné de plus près à cause du manque de sécurité qu'il y a eu à la TSA, disons, dans les tours de contrôle. Miaou, 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 miaou. Ce sujet est controversé, même si on affirme que c'est plus courant qu'il n'y paraît, mais bon, cela fait partie de ce qui s'est passé. Cet incident, en devenant viral, fait évidemment l'objet d'une enquête maintenant. Un autre sujet également, une autre image qui attire l'attention aujourd'hui est la suivante. C'est le moment. Voyons si nous pouvons le voir ici à l'écran. C'est le moment où le vaisseau Orion d'Artémis II, le vaisseau Orion, entre dans l'atmosphère de la Terre. L'image de l'intérieur. À quoi ça ressemble de l'intérieur? Eh bien, en vérité, c'est beaucoup plus calme que ce que j'imaginais. Oui. Ce n'est pas aussi intense qu'au cinéma. Ce n'est même pas comme dans les films. En fait, je pense que l'une de ces... Comment ça s'appelle? Ces montagnes russes que tu adores. Toi. Eh bien, quelque chose comme ça, non? C'est ce que j'imaginais, mais même pas. Regardez, on va l'écouter. Allons-y, c'est parti. C'est parti, voilà. Voilà, les temps sont bons, tout va bien, la pression est bonne. Il dit que tout va bien, la pression est bonne. En fait, l'astronaute dit « Oh, c'est impressionnant, non ?» Eh bien, c'est très différent de ce à quoi on s'attendait. Hollywood, tu nous as trompés. Se promener dans les rues les plus cool du Mexique est plus excitant. Je pense que oui. Plus intense, plus dangereux. Oui, en vérité, moi, oui. Je me suis pris de sacrées secousses avec les nids de poules au Mexique, bien plus intensement que ça. Donc ici, le Mexicain moyen est déjà prêt. Ce Latino-Américain moyen est parfaitement prêt à aller dans l'espace, sans problème. Et bon, en ce qui concerne ce qui attire l'attention en ce moment dans le domaine technologique, qu'est-ce qu'on observe? Ici, on voit comme une photo en 3 dimensions, plutôt un hologramme de quelqu'un que t'as perdu. C'est ça l'idée, garder son souvenir et il sera là, il dira des phrases. Certains disent que ça pourrait même servir de guide, disons. De la personne. De la personnalité, oui, de la personnalité. Avec la voix et tout, oui. Avec la voix et tout. Mais bon, celui qu'il montre là a des phrases de la personne et l'image en 3 dimensions de l'hologramme, non. Ça a l'air intense, non. Et oui, ça me fait un peu bizarre. Parce que ça a l'air vraiment réel. Je trouve ça très intéressant, enfin, c'est comme ça qu'on gardera le souvenir des gens. Comme ça, je trouve ça encore plus intéressant, je ne sais pas, moi ça me fait penser, par exemple, si tu veux présenter la grand-mère aux petits-enfants, parce que les petits-enfants ne l'ont pas connue, non? Et qu'ils puissent avoir une petite conversation, je ne sais pas, moi je trouve ça intéressant, quelque chose comme ça. Je sais qu'Astrid n'est pas prête pour ça. Non, 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 vraiment. Moi je suis prêt pour ça, c'est-à-dire, ça me fait, c'est la même chose que les photos, exactement la même chose que les photos, sauf que... Tu parles de ça ou qu'il interagisse? Qu'il interagisse, bien sûr, oui. J'ai l'impression que c'est normal et naturel pour cette personne. Ce qui est normal, c'est d'être sans vêtements. Alors allons-y, enlevons les vêtements tout de suite. C'est ça la normalité, enfin. Je veux dire, si tu vas jusque-là, eh bien, voilà, c'est ça. Je convainc. C'est le classique de ne pas accepter les changements, tu vois. C'est pareil que pour les photos, non? Tu sais, quand on disait que non, ça vole l'âme, non. Je veux dire, maintenant, ça nous paraît ridicule. Et dans le futur, ils vont regarder en arrière et dire « Ah, les gens trouvaient dit ça bizarre. Ils trouvaient dit que ce n'était pas normal. »
Le fait d'être là, de regarder et de parler avec tes défunts, tu vois, ils vont s'ennuyer au bout de 5 minutes. Ce n'est pas comme s'ils allaient rester des heures là. Maintenant, je ne sais pas. C'est comme, bon, la grand-mère. Grand-mère, non? Eh bien, bonjour, qui c'est qui? Et puis, alors, comment était ta vie? Eh bien, ma vie était comme ci et comme ça, parce qu'ils vont se baser sur la biographie, non? Ma vie était comme ça, je suis né à tel endroit, blablabla. Bla, bla, bla. Et voilà, c'est fini. Mais je trouve ça intéressant parce que, imagine ça. Bon, peut-être que tu ne l'acceptes pas du côté familial, ça te fait bizarre, mais pas à moi, parce que tu vois un arrière-grand-père, un trisaïeul, connaître certaines familles. Mais imagine ça dans le domaine éducatif, disons Zapata. Ah, bien sûr. Ou, je ne sais pas, tu étudies l'histoire et tu vas pouvoir parler avec Winston Churchill, non? Et je vais dire, hé Winston, comment as-tu fait pour ta stratégie tel jour pendant la guerre? Eh bien, j'étais là, tu vois, et il arrive avec sa pipe. Il a une pipe, non? Il a une pipe, non? Je crois que oui. Bon, et si on restait là? Non, change, mets-le en anglais pour entendre ta vraie voix. Alors, en anglais, et il commence. Mais comme ça, oui, ça me plaît. Comme ça, oui. Comme ça, oui. Bon. C'est pareil, c'est pareil. Non, car tu ne le connais pas. Je parle de oui. Un membre de la famille. Non, voilà, un membre de la famille que tu ne connais pas. Imagine pouvoir parler avec ton arrière-arrière-grand-père. Imagine parler. Pouvoir parler avec ceux, ton grand-père, qui était ton arrière-grand-père basque, non? Oui, non? Ton arrière-grand-père. Oui. Arrière-grand-père. Un de tes arrière-grands-pères basques qui te raconte l'histoire. Eh bien, imagine, je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas. Je ne sais pas, ça me semble, bon, avec un accent espagnol ou basque, je ne sais pas. Je trouve ça intéressant. Avant, oui, ça me semblait bizarre. J'étais dans l'équipe Astrid, je trouvais ça flippant, mais maintenant, non. Mais après, tu t'y habitues, c'est-à-dire tu le vois tellement souvent que voilà, bon, bien sûr, on ne l'a pas encore pour l'instant, mais il y a déjà beaucoup de gens qui font ça, les dialogues, que parler avec les gens où tu mets la photo et tu la rends un peu en 3D, non? C'est-à-dire ça donne un petit effet vidéo. C'est vraiment fou, mais ça a l'air super intéressant. En vrai, même si ça nous paraît étrange maintenant, ça va devenir la norme dans quelques années. Ça va devenir presque normal. C'est comme si j'avais déjà parlé avec mon arrière-grand-père, avec mon arrière-arrière-grand-père, tu vois. Ça va être comme ça, tu n'auras même plus besoin de la planche de Ouija, rien d'autre. C'est un sujet un peu flippant. Ça me fait vraiment flipper, non? Mais il y a des gens qui le font, il y a des gens qui ont l'habitude de ces choses-là. Bon, passons à d'autres sujets intéressants. Nous sommes sur les images, n'est-ce pas? Tu me distrais, mec. J'y suis allé seul, ok, bon, le fait est que, bon, il montre ça, non, c'est un entraînement de ce que nous voyons ici. Ils entraînent les soldats russes. Qu'est-ce qu'il y a? Non, des soldats russes. Ce sont des soldats russes. La vidéo est sortie pour se moquer des Ukrainiens à ce sujet. Mais bon, moi j'ai trouvé ça intéressant quand même. Ce sont des soldats russes à qui on couvre tout le visage et à qui on enseigne. À se mettre des garrots dans des conditions très très extrêmes, non? Et puis le soldat derrière est comme ça et les attrape comme le chef, non? Il les attrape et leur dit « Maintenant il y a eu une bombe, une bombe ». C'est comme ça, non? Comme ça, comme si c'était la salle de cinéma 4DX. Mais c'est intéressant parce qu'ils mettent les garrots, on leur explique. Je crois qu'ils doivent aussi prendre des notes. Ils doivent faire plusieurs choses, comme plusieurs fonctions, et à la fin, celui qui est là comme le superviseur va vérifier que le garrot est bien mis. Par exemple, l'un d'eux le met correctement, l'autre ne le serre pas assez. Il dit non, c'est-à-dire tu dois le serrer vraiment fort parce que sinon, eh bien, si tout le sang sort, enfin ce sont des méthodes d'entraînement, peut-être qu'elles ne sont pas idéales. Je me suis souvenu, tu te rappelles celle du pôle sud avec une bassine sur la tête? Et tous ceux qui vont faire des recherches là-bas au pôle sud, en Antarctique, ils avancent tous en se tenant l'un derrière l'autre, la main sur l'épaule de celui qui est devant. C'est au cas où une grosse tempête de neige t'empêcherait de voir. Ils restent tous ensemble pour ne perdre personne et c'est pour ça qu'on leur met cette bassine sur la tête pour, disons, imiter les conditions d'une tempête de neige. Ce qui manque aux scientifiques, c'est de mettre la bassine pendant la tempête, non? Mais ça, c'est le documentaire de l'armée. Bon. C'est vraiment fou tout ça, oui, les entraînements. Je viens de tomber sur un reportage, enfin, une interview que fait Will Smith pour un documentaire qu'ils vont sortir en Antarctique, qui va du pôle sud au pôle nord en 100 jours. Mais il dit qu'au pôle sud, en Antarctique, du moins là où il est allé, qu'il doit satisfaire tous ses besoins essentiels, il doit les faire dans un sac et les garder dans un sac à dos. C'est-à-dire, il ne peut pas les... Oui, littéralement, c'est-à-dire, tu ne peux pas le faire.
Et tu ne peux rien laisser là, rien du tout. Donc tu dois tout ranger, tu dois tout mettre dans des sacs séparés. En plus, c'est une règle, tu ne peux pas tout mélanger, non? Tous les déchets, disons, mais tu n'as pas à les séparer. Si, tu dois les séparer. Celle-ci, tu la mets dans un sac et tu la rassembles. Et ensuite, à la fin, je ne sais pas si c'est au Chili ou en Argentine, mais dans l'un de ces deux pays, c'est là que c'est traité. Oui, c'est traité. Je ne sais pas ce qu'ils en font, mais cet engrais est traité. Oui, je suppose que c'est de l'engrais. Mais oui, il y a des règles très strictes pour ne pas contaminer cette zone. Et d'ailleurs, c'est justement de ça que parle le documentaire de Will Smith. L'idée, c'est de parler de tout ce qui se passe sur la planète et tout ça. Et en parlant de ça, passons à ce qui se passe dans le courant de l'Atlantique qui, selon une nouvelle étude, est au bord de l'effondrement. C'est vraiment impressionnant. Allons-y. Bon, le courant, c'est l'AMOC, c'est-à-dire le fameux courant, l'AMOC. Non, ce n'est pas que tu me fasses dire le mot courant. C'est-à-dire, on dirait que ça sonne comme le courant. Mais bon, le fait est qu'on en parle déjà depuis quelques années. Oui, d'un courant qui s'appelle l'AMOC et que, dans le cas où il viendrait à s'arrêter, c'est-à-dire qu'il s'arrête, qu'il s'effondre, eh bien l'effet serait énorme. Nous vivrions cette expérience d'eux. Le jour d'après, ce film où tout à coup, au moins beaucoup de gens du Nord, des États-Unis devraient en descendre vers le Sud, peut-être vers le Mexique. Je ne sais pas, mais beaucoup viendraient, car il serait impossible de vivre ici, comme au pôle Nord. Eh bien, ce ne serait pas extrêmement compliqué. Donc à cette altitude, par exemple, je pense qu'on serait comme New York. Ici, il y aurait de la neige à une certaine période de l'année. Enfin. Les conditions seraient complètement différentes, toute la mer du Nord serait gelée, les effets seraient énormes. Et quand je parlais tout à l'heure de cette possibilité, celle de l'effondrement du courant de l'AMOC, il y aurait une chance que cela arrive dans 100 ans, 200, 300 ans. C'est-à-dire, à l'avenir, peut-être que cela pourrait arriver un jour. Cela s'est déjà produit et cela n'a pas affecté tous les êtres humains ou pas tout le monde. Nous pensons souvent que tout est normal comme nous le vivons. L'hiver, l'automne existent, mais seulement dans certaines régions, comme dans le sud de l'Amérique. Il n'existe pas les mêmes formes qu'en Colombie, ils ne les ont pas. Les saisons de l'année, comme nous les avons ici, et tout le monde suppose que ça doit être comme ça partout, non? Mais si tu regardes dans le passé, c'est bien, sauf que dans une autre époque, les choses étaient très différentes, et à cette époque-là, nous étions vraiment... Enfin, le monde change constamment, et tout à coup, il semble que tout s'accélère. Certaines choses, l'AMOC qui en fait partie, et le rapport est publié par l'un des médias les plus sérieux sur le sujet, n'est-ce pas? C'est l'AMOC de Guardian qui fait une analyse. Sur la base de tout ce qui est publié par les scientifiques, ce qu'ils font, c'est reprendre l'étude et dire « Bon, écoutez, vous avez déjà vu ça, vous avez vu ce que disent les scientifiques sur le sujet. » Parce qu'ils disent littéralement que ce serait, au bord de l'effondrement, et cela devrait être. Bien plus que la question de l'Iran et bien plus que tout ce dont on parle dans l'actualité, cela devrait être la principale nouvelle de ce qui se passe en ce moment dans le monde. La circulation méridienne de retournement de l'Atlantique, c'est ainsi qu'on l'appelle, la circulation méridienne de retournement de l'Atlantique, l'un des courants les plus importants de la planète, serait, selon ce qui est tôt rapporté, en train de s'affaiblir rapidement. Il y a déjà quelques années, j'en ai parlé il y a 2 ans si je ne me trompe pas, il disait « Je crois qu'en 2024 cela allait commencer ». Avec l'effondrement de l'AMOC, si je ne me trompe pas, et au dernier moment, ils ont dit, d'une certaine manière, on ne sait pas comment, mais l'AMOC a repris vie. C'est-à-dire, on s'attendait à ce que l'effondrement, c'est-à-dire de quoi parlons-nous, qu'est-ce que c'est ça? Enfin, tout ce que cela représente. Le courant qui vient de la mer, qui avance par ici, passe par le Golfe, apporte de l'eau chaude, c'est de l'eau chaude, arrive vers le nord et aide à ce que cela ne gèle pas. Toute cette zone. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi les scientifiques pensent-ils que cela s'affaiblit? L'une des raisons, et là je vais me baser sur ce que nous avons déjà étudié dans tous ces rapports scientifiques, et ensuite je vais parler de ce qu'ils disent en ce moment,
Oui, pour qu'on puisse aller dans le détail. L'une des principales raisons du possible effondrement de celle-ci, c'est le Groenland, c'est-à-dire le Groenland. Et ces zones du monde où l'eau potable est en train de fondre, pas l'eau potable, mais l'eau douce, oui, donc là où l'eau douce est en train de fondre, l'eau douce a des caractéristiques différentes des autres eaux. Nous allons parler des minéraux que la mer contient normalement, donc ce changement dans la chimie est en train de provoquer, c'est ce que pensent les scientifiques, est en train de provoquer qu'il y ait un déséquilibre, disons, dans la mer, pour l'expliquer de la façon la plus simple possible, et ce déséquilibre. Ce que cela provoque, c'est que certains courants s'affaiblissent, d'autres se forment, et ainsi cela crée un déséquilibre. Et dans ce déséquilibre, ce qui est le plus affecté en ce moment, c'est le courant de l'eau, la flore, la faune, tout ce qui... Les poissons arrivent envers le nord, ils arrivent grâce au fait que l'eau chaude avance sous la mer, progresse et arrive jusque-là. Et ces courants génèrent par la vie. Basiquement, que ce soit possible de vivre à New York, que ce soit possible de vivre au Canada, sur les côtes, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, oui, il fait froid en hiver, mais tu peux vivre parfaitement, il n'y a pas de problème. Mais si tout à coup tu dis que toute la mer est gelée, alors là ce serait très différent, n'est-ce pas ? Comment le pétrole ou quoi que ce soit d'autre pourrait arriver par là ? Non, je veux dire par la mer. Par les ports là-bas, si tout à coup tout devient très compliqué, on serait obligé de vivre un exode vers le sud, n'est-ce pas ? Où ce mur, eh bien maintenant il serait, disons, favorable, mais pour ce côté-là, non, on n'en voudrait plus autant, n'est-ce pas ? Je ne dis pas en supposant ce qui arrive, mais bon, la circulation méridienne est un système qui fonctionne comme ils appellent ça un tapis roulant, qui déplace l'eau chaude des tropiques vers l'Europe et vers l'Arctique. Cela régule le climat mondial, ce n'est pas seulement l'eau, mais ça régule le climat. Les scientifiques préviennent qu'actuellement, c'est un peu pile ou face. Ils disent mais qu'il y a 50% de chances que cela s'effondre et que ce serait un énorme bond par rapport aux estimations précédentes. Avant, lorsqu'on parlait d'un possible effondrement, ils disaient que la probabilité était de 5%. Maintenant, selon cette étude, ils parlent de 50%. La nouvelle étude combine des modèles. Des modèles climatiques utilisant des données océaniques réelles réduisent l'incertitude et confirment des scénarios jugés aujourd'hui très pessimistes. Les projections du ralentissement pourraient en dépendre de jusqu'où tu te projettes dans le temps. Si tu vas très loin, disons jusqu'en 2050, 2070, 2100, encore plus loin. Ils disent que fondamentalement, l'effondrement augmente en probabilité à 60-70%, la possibilité augmente et si tu te rapproches de ces années, la possibilité diminue. Au moins pour l'instant. Le point, c'est qu'ils voient que ça s'accélère. Exactement. Et l'effondrement de la MOC entraînerait des hivers, comme l'a dit Pépé, très très extrêmes en Europe occidentale, surtout des sécheresses sévères et des perturbations dans le régime mondial des précipitations. En ce qui concerne l'Afrique et l'Amérique latine, on pourrait voir des changements dans les régimes de pluie dont dépend l'agriculture. Il y aurait une forte sécheresse et le niveau de la mer de l'Atlantique pourrait augmenter de 50 à 100 cm supplémentaires. Il faut se rappeler que ce n'est pas qu'il monte à 50. Ce n'est pas partout pareil. À certains endroits, il va monter beaucoup plus, à d'autres moins. Autrement dit, ce n'est pas réparti de façon égale sur la Terre. Il y a des points où il monte beaucoup plus. C'est pourquoi certaines zones ou pays disparaîtraient. Et le réchauffement de l'Arctique, eh bien, c'est très important parce que l'eau plus chaude réduit la densité, ce qui rend plus difficile l'enfoncement qui alimente ce courant. Eh bien, c'est une partie de ce qui est rapporté, c'est un avertissement qui me semble en tout cas intéressant à discuter dans ces rapports. Il y a le professeur Stefan Rasmus de l'Institut de Potsdam pour la recherche sur l'impact climatique en Allemagne, qui est l'un de ceux qui ont signalé cela. Il y a aussi, la même NOAA, qui a également mené ses propres études. La circulation méridienne de retournement de l'Atlantique, la fameuse AMOC, et son ralentissement doivent absolument être étudiés plus en détail. Maintenant, ils disent qu'ils vont aussi utiliser ces systèmes comme l'IA et les satellites pour pouvoir être plus précis et avertir à temps de cette situation qui n'a pas de date. Ce n'est pas comme si. Tu ne peux rien faire si ça arrive. Sinon, au moins, eux n'en parlent même pas. Ils ne font qu'en parler. C'est juste pour, au moins, rester alerte sur le sujet. Et si cela s'accélère, s'il y a une date, ici on les entend commenter évidemment, mais ça fait déjà plusieurs années qu'ils frappent à la porte et disent attention, parce que ça peut arriver ou ça peut s'accélérer. La fois précédente, en 2024,
2026 par là, ils disaient que l'année prochaine, on pourrait déjà voir une accélération très importante. Ils ont ensuite dit que ça recommençait, se réactivait. Peut-être s'agit-il de cycles incompris, et le problème n'est peut-être pas si grave. Mais bon, nous apprenons tous, au final, nous étudions tous et nous apprenons tous sur le sujet, c'est comme le soleil. Oui, on connaît des cycles et certaines choses, mais de nouvelles études surprennent toujours. Et sinon, maintenant. Nos croyances sur le soleil étaient fausses sur plusieurs points. Et maintenant, nous découvrons autre chose. Nous continuons donc à apprendre et essayons de vous l'expliquer ici. Les mises à jour les plus importantes sur ces sujets, passons à d'autres sujets intéressants. Eh bien, d'après ce qui est rapporté, il y a deux nouvelles qui concernent la question du Liban, la question du Liban et la question d'Israël. D'abord, allons vers la mauvaise nouvelle et ensuite vers la bonne, pour ainsi dire, n'est-ce pas ? Le Premier ministre d'Israël, Benyamin Netanyahou, a rejeté catégoriquement toute possibilité de cessez-le-feu. La mauvaise nouvelle, c'est celle-là. Il n'y a pas de cessez-le-feu et il rejette totalement l'idée qu'il puisse y avoir un cessez-le-feu. La condition clé imposée par Israël est claire, disent-ils. Le démantèlement complet du Hezbollah et que le Liban s'engage à démanteler le Hezbollah. En gros, c'est ça, n'est-ce pas ? Cette annonce intervient en parallèle avec les premières négociations indirectes. Rappelez-vous que le gouvernement libanais et le gouvernement israélien se sont rencontrés face à Washington et lors de cette négociation, on est arrivé à cette idée. D'ailleurs, nous l'avons déjà commenté il y a un instant aujourd'hui. Je viens d'en parler dans une émission de dernière minute sur la façon dont cela évolue. Toute cette question des attaques vers différents points où ils disent qu'ils vont aller jusqu'au fleuve Litanie, que cela devienne une zone comme une zone de sécurité ou une ceinture de sécurité. C'est ce que nous voyons il y a quelques instants dans cette zone, n'est-ce pas ? Là, c'est le fleuve Litanie et à peu près, voici la ligne du fleuve, n'est-ce pas ? Voici la ligne du fleuve et tout ceci de ce côté. Là, il y aura Israël, en théorie, les troupes israéliennes, jusqu'à quand ? Jusqu'à ce que le groupe Hezbollah soit désarmé et voilà, c'est ça le sujet. Maintenant, la pression des États-Unis vient d'ailleurs. Ils veulent que ça cesse, qu'on arrête de tirer en arrière et qu'il y ait un cessez-le-feu immédiat. Oui, c'est la pression de la part des États-Unis et d'Israël parce que Donald Trump veut déjà se retirer de là. Point. Donc, deux choses sont étranges. Hezbollah a déclaré « Je me fiche de l'accord. Si vous acceptez et qu'il y a un cessez-le-feu, sinon ça ne me concerne pas. » Bien sûr que ça a à voir parce que si l'Iran leur passe un coup de fil et que les Iraniens disent « cessez-le-feu », c'est-à-dire qu'ils suivent les instructions de l'Iran. Mais d'un autre côté, maintenant, il semble qu'il y ait un tournant, non ? Exactement. Eh bien, il est rapporté que le cabinet de sécurité de ce Benyamin Netanyahou se serait réuni ce soir pour discuter d'un cessez-le-feu temporaire au Liban. Cela après avoir reçu des pressions de la part des États-Unis et, selon les informations, les États-Unis feraient pression sur Israël pour qu'il accepte ce cessez-le-feu et puisse également mener des négociations avec l'Iran, comme le mentionne Pépé. Oui. Parmi les points qu'ils veulent voir respectés pour commencer à négocier, si on veut négocier, il faut que cela soit respecté et le week-end dernier, cela n'a fondamentalement pas été respecté car Israël poursuivait les attaques. Et voilà. Selon des sources du Hezbollah et du gouvernement libanais, ils ont indiqué que des efforts étaient en cours pour parvenir à ce cessez-le-feu. Et cette information arrive un jour après cette réunion, qui est historique, dont Pépé vous parlait. Et aussi, après que Netanyahou a assuré qu'il n'y aurait pas de cessez-le-feu. Exactement, c'est-à-dire que c'est fondamentalement une nouvelle contradictoire, parce qu'aujourd'hui, la FDI est justement en train d'avancer. 5 groupes en même temps avançant vers le fleuve Litanie. En même temps, il y a une discussion entre le gouvernement libanais et le gouvernement israélien, et au milieu se trouve le groupe radical Hezbollah. Et en même temps, les pressions exercées par les États-Unis. Donc la situation est vraiment très tendue dans la région et, un grand salut aussi aux gens. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce super chat, un grand salut et merci à toute la communauté qui nous soutient, que ce soit en commentant, en laissant un j'aime ou avec un super chat ou un abonnement. Merci beaucoup de rendre possible ce projet d'information et aussi d'échange, n'est-ce pas ? Même en équipe, on parle de nombreux sujets, non ? Passons à autre chose ou à un autre aspect de celui-ci.
Abordons aussi d'autres sujets importants. On a vécu une situation chaotique à Washington car, tout à coup, voyons, ils ont beaucoup réprimé les jeunes là-bas à Washington. Pensant que cela apporterait plus de sécurité, cela a même mené à l'intervention de militaires, avec Donald Trump impliqué. La garde nationale, mais à long terme, il s'est rendu compte que les gens étaient de plus en plus mécontents et ce mécontentement a commencé à se faire sentir aussi chez ses partisans. Disons beaucoup, peu, ce que vous voulez, de jeunes républicains qu'il y avait et d'autres âges, ils ont commencé à dire qu'ils ne pouvaient plus, alors soutenir Trump. S'ils y vont, s'ils ne nous laisseront même pas sortir, ne nous laisseront pas nous amuser ou ne nous laisseront pas faire ceci, alors tout à coup Washington dit « je comprends qu'on leur laisse une ouverture », ils disent « bon, alors ». Ce qu'ils vont lever, c'est comme on dit, un couvre-feu. Oui, un couvre-feu. Ils l'enlèvent. Celui-ci concernait tous les mineurs de moins de 18 ans, de 8 heures du soir à 6 heures du matin le lendemain. Ça a débuté en plein milieu des vacances et vu les jeunes aux États-Unis, ça ne leur a vraiment pas plu. Parce que cela a été instauré, parce qu'il y a eu une série de rassemblements de jeunes. Je ne me souviens plus de Washington, mais je me souviens qu'au moins en Californie, dans différents États, tout à coup, ils entraient et volaient. Et des choses comme ça en grand nombre. Alors ils ont mis cette loi comme un amendement temporaire et aujourd'hui, ils l'enlèvent, ils autorisent à l'enlever. Cependant, il y a de l'inquiétude parce qu'ils ont commencé à sortir beaucoup maintenant, non? Je sais. C'est-à-dire, évidemment, tu les gardes là, contenu, et tout à coup, tu enlèves ça. Et donc, ils ont commencé à sortir dans les rues, il y a de l'inquiétude, j'espère que ça ne va pas devenir intense. Parce que je dis aussi, ok, tu es là, la liberté est là, mais respecte aussi les lois, n'est-ce pas? Je veux dire, d'un autre côté, je ne sais pas, c'est une question de juste milieu, pas toujours d'aller d'un extrême à l'autre, mais bon, on va voir ce qui se passe avec Washington. En tout cas, c'est le 21 prochain, donc dans environ une semaine, le conseil municipal de Washington, D.C. va décider s'il réimpose ce couvre-feu au-delà du printemps, dans le but de protéger la ville pendant les mois où il y a plus de tourisme et plus de mouvements. Bien sûr, on va voir ce qui se passe, non? Mais cette affaire attire l'attention. Passons à d'autres sujets également importants. Il y a un sujet qui concerne le détroit d'Ormuz, non? Que se passe-t-il là-bas? Il existe une route alternative qui pourrait réorganiser le trafic maritime au cas où ce détroit serait fermé pendant longtemps, non? Exactement. Cette crise en ce moment ne met pas seulement l'Europe en difficulté, mais je pense que ceux qui en souffrent le plus actuellement, ce sont les pays d'Asie dans le Pacifique. Et donc, on envisage qu'il y aurait une autre route qui pourrait être utilisée, n'est-ce pas? Parmi elles, celle qui se distingue le plus est le canal d'Istanbul, qui est un projet très ambitieux. Devinez qui le propose? Évidemment, la Turquie, qui redevient pertinente en ce moment à cause de la sécurité des routes traditionnelles. Parce que ce n'est pas la première fois que l'Iran prend le détroit d'Ormuz en otage, c'est-à-dire qu'il a déjà menacé de le faire à plusieurs reprises, mais cette fois, il le fait vraiment. Bien sûr, donc, c'est extrêmement important pour l'existence de l'Europe et de son infrastructure d'avoir une route qui soit toujours sûre, qui ne soit pas à la merci d'un pays qui, est contrôlé par un groupe très, très extrémiste, n'est-ce pas? Donc, c'est l'un des canaux ou des routes qui sont envisagées. D'Istanbul, voie artificielle prévue dans la partie européenne de la ville. Rappelez-vous, la Turquie a une partie en Europe et une autre en Asie, n'est-ce pas? Et donc, ce serait davantage du côté européen conçu pour relier la mer Noire à la mer de Marmara sur environ 45 km. Et ce tracé serait parallèle au détroit du Bosphore, l'un des passages naturels les plus fréquentés au monde par lequel transitent des dizaines de milliers de navires, y compris des pétroliers et aussi des cargos. Nous allons donc rester attentifs à cela. Ce sera un détroit qui changerait beaucoup le mouvement, le trafic qui existe dans cette zone. Ce serait une route alternative qui réorganiserait. Ils assurent en grande partie le trafic du détroit. Cela ne résout pas tout, mais au moins cela résout une partie du problème. Cela libère le stress et la tension. Cela réduit un peu la tension, exactement, mais cela enlève aussi du pouvoir à l'Iran dans ce sens pour qu'il n'utilise pas ce genre de stratagème. Maintenant,
D'ailleurs, ce projet a été présenté par Erdogan là-bas. En 2021, il coûterait environ 23 400 millions d'euros, dont 14 milliards sont uniquement pour la construction du canal et 9,4 milliards pour un développement urbain. Eh bien, si cela a déjà été présenté, Le Pentagone intensifie ses plans d'intervention militaire, cela vise déjà Cuba, c'est-à-dire ce qui semblait ne pas arriver. Salutations à Roble et à la communauté qui nous regarde depuis Cuba. au fait, je vais vous expliquer comment ça se passe. Aujourd'hui, oui, un peu plus, juste pour ça. Y bueno, Une chose qui attire l'attention, c'est que le Pentagone intensifie ses plans d'intervention militaire. On dirait qu'il ne comptait pas saluer ce niveau de progression ou de tentative de progression du département de la guerre, et saluer le fait que, pour l'instant, on ne peut pas trop spéculer sur le sujet, mais les fonctionnaires cités sous couvert d'anonymat aux États-Unis. Le Pentagone intensifie ses plans d'intervention, el Pentágono no lo... qui semblaient saluer celle de Cuba, c'est vrai. Le gouvernement, le régime de Diaz-Canel va tomber tout seul et qu'il n'allait en pratiquement rien faire. La réalité était différente. En réalité, du moins selon les rapports dont dispose US Today. Et donc c'est ça, ce n'est pas qu'il y ait déjà une intensification de l'intervention. Nous sommes favorables à une intervention directe. En visant, c'était comme Cuba. Où en sommes-nous déjà ? Je ne me souviens plus, 26. C'est que janvier a commencé avec Maduro et les choses se sont passées comme ça, non ? Là-bas, il parlait de la chute de qui d'autre ? Eh bien évidemment, la fille Man et la chute. Le Pentagone visait, évidemment, bon, si Maduro, je l'ai déjà dit. Il semblait que saluer la communauté le 3 janvier en commençant l'année, alors tout le monde pensait déjà et mettait Cuba, d'ailleurs. Au mois par mois, n'est-ce pas ? Qui est-ce le suivant ? Alija Aminaï, on disait que non, oui, bon, ils vont tous être pris sauf lui. Non, Alija Aminaï, c'est-à-dire rien du tout, il n'a rien duré. En réalité, ce qui attire l'attention, c'est qu'il souligne cela. Et déjà en août, ce serait autour des aliens, ce serait autour des si. Il semblait que ça n'allait pas, c'est-à-dire, il semblait que non. À la communauté qui nous regarde depuis Cuba, le Pentagone intensifie pour saluer Cuba. C'est-à-dire, il semblait que Il serait toujours en mouvement d'après ces deux sources anonymes qui révélaient cette information. Mais bon, si tu demandes à Pete Hedges et à Karen Levitt, ils vont te dire de ne pas spéculer. qu'il ne faut pas spéculer, que c'est mal, non ? Maintenant, ce que je dis, spéculation ou pas, le pétrole commence à remonter à nouveau. Voilà. C'est-à-dire, aujourd'hui, il est monté jusqu'à 94 $, presque 93. Aujourd'hui, on atteint les 95. Ça a l'air de vivre. Mais là, la tendance ne semble pas être à la baisse, apparemment. C'est ce qui semble apparaître. Selon deux sources anonymes, eh bien, la forte hausse qu'il y a eu aujourd'hui, le sujet du, du SP500, regardez, c'est là. Selon des sources anonymes qui divulguent des informations, mais oui, c'est-à-dire c'est le prix d'aujourd'hui. C'était le plus haut niveau historique. Maintenant, c'est dépassé. Voilà ce qui s'est passé. Tu poses des questions à Levitt, c'est curieux, c'est très intéressant. Dire non à deux sources qui divulguent des informations. Mais bon, si tu utilises un peu de ruse dans l'affaire, parce que regarde, c'est le SP500, les 500 entreprises les plus puissantes des États-Unis, n'est-ce pas ? Supposons que l'entreprise numéro 501 tout à coup s'en sorte très bien et devienne le numéro 483, ça veut dire que c'est une entreprise qui est en train de monter. Donc en fait, ça ne représente vraiment que ce qu'il y a de plus réussi. C'est comme si tu disais « je représente ceux qui gagnent », évidemment. Ton pari sera toujours à la hausse. Sur ce sujet avec le S&P 500, c'est pour ça que ce Warren Buffett anonyme les libère, mais bon, si tu demandes à Levitt, il va te dire de ne pas spéculer. Le mieux, c'est tout. Aujourd'hui, toi, tu es déjà en train de descendre. Tu étais une entreprise qui était à la 300e place et maintenant tu es à la 600e, tu es déjà sorti du S&P 500.
Donc la tendance est celle-là, la tendance est toujours à la hausse, ce sont les magasins, les entreprises les plus importantes, elles sont plus grandes, plus fortes, et donc sur des tendances peu à la hausse. Alors tu vois ces choses anonymes qui libèrent des informations, mais Lévite va te dire de ne pas spéculer. C'est ce que Biden se vante soudainement ou que Trump se vante, c'est-à-dire toujours dans quelque chose, ils ne sortent jamais rien, mais dans ce petit cas, ils s'en sortent très bien. Oui, la logique veut qu'ils s'en sortent bien, mais bon. Vámonos a otros asuntos. Par exemple, le dollar ne se porte pas bien en ce moment, c'est-à-dire il ne s'en est pas bien sorti au début quand la Lévite a commencé. Il va te dire de ne pas spéculer, c'est-à-dire ceci concerne le peso par exemple, non? C'est-à-dire la crise pétrolière a commencé. Qu'est-ce qui s'est passé quand la crise a commencé? Tout montait, 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 ça continuait, continuait, continuait. Soudain, la crise pétrolière s'apaise et ça redescend de nouveau. 2 pour 1 peso, mais on peut aussi le voir par rapport à l'euro, par exemple. Une monnaie peut-être plus connue, le peso qui libère des informations, mais si Lévite te dit que non du monde, maintenant, ça repartait encore, non? En spéculant. Tendance, le dollar, c'est-à-dire la chute qu'il avait depuis un certain temps. Regardez, voici la chute que le dollar subit depuis un certain temps par rapport à l'euro, et il s'est maintenu, mais en bas du prix. Sur 2 sources anonymes qui divulguent Rompe la tendencia, esta línea amarilla de la tendencia la rompe. Ya volvió a caer. mais alors ce n'est pas bon. Si toi allais vite, tu spécules. Ce qui se faisait dernièrement, mais bon, passons aussi à d'autres sujets. Le El dólar. Cañón. Salud, Guillermo. Salud. évidemment, apparemment selon des sources anonymes à toute la communauté. Eh bien donc, pendant ce temps, l'Iran met en garde contre les conséquences des actions des États-Unis. Bon, si vous passez au 2e rapport, regardez ce qu'il dit. Le CEDCOM informe qu'il a empêché le passage de 10 navires liés à l'Iran au cours des dernières 48 heures, c'est-à-dire qu'il y a eu 10 navires qui ont tenté de passer par là. Parce qu'au final, en théorie, c'est l'Iran qui contrôle une partie. Mais si tu demandes à Lévite, il va te dire qu'au Pakistan, en Inde, les pétroliers partent, mais c'est les États-Unis qui leur disent. Et ici, nous avons mis l'audio doublé en espagnol à midi, où, depuis les navires militaires américains, on leur dit qu'ils doivent repartir d'où ils sont venus. Car s'ils continuent à bouger, d'après 2 sources anonymes ayant divulgué l'information. Mais si toi, non. Les pétroliers iraniens sont passés et maintenant, ça ne plaît vraiment plus aux Iraniens. Parce que soudainement, ils ont dit pourquoi attaquer l'île de Kark, qui est cette île où il y a tout le pétrole, à quoi ça servirait? En 2 mots, si tu attaques cette île, tu laisses l'Iran sans rien, et donc aussi, dans une stratégie de guerre, laisser ton ennemi sans rien, c'est-à-dire le détruire complètement. D'un point de vue économique, c'est extrêmement dangereux. Parce que là, tu te dis, bon, alors toi, tu m'as attaqué, et moi, je vais te rendre l'appareil. Dire que tu n'es pas en train de spéculer. Dans 2 sources. Mais si tu as une réaction qui ne peut pas arriver, c'est-à-dire tu ne peux pas laisser O sea, evidentemente. beaucoup de gens au sein de l'Iran, et qui va te déchirer d'une autre manière, mais va te dire non, non, tu ne peux tout simplement pas faire ça. Mais ce qu'il montre, c'est qu'il est en train de spéculer. De l'Iran que tout le reste qui a été fait, même la guerre elle-même, cet effet, dérange vraiment l'Iran. Pourquoi ? Parce qu'ils avertissent aussi qu'ils vont maintenant fermer l'autre détroit, c'est-à-dire ils vont tout fermer d'un coup, ils vont fermer ce détroit. Selon ce que dit et ce que réaffirme le ministre des Affaires étrangères, 2 sources anonymes qui révèlent Dice, derivado de. des informations. Mais si tu demandes à Lévite, il te dira de ne pas spéculer. Dans un média également iranien qui s'appelle ISNA, ils le rapportent aussi, et apparemment cela provient de sources anonymes, des informations. Mais si tu demandes à Lévite, il va te dire non.
La présence des États-Unis sur cette voie, dans le détroit d'Ormuz, pourrait entraîner une situation plus complexe et représenter une menace. C'est de la spéculation. Sí, las cosas en... Eh bien, si aller vite, Que tu sois en train de spéculer. sur des sources anonymes qui divulguent des informations, mais si tu demandes de ne pas spéculer. Aujourd'hui, il a lancé un avertissement sérieux de 2 sources anonymes, mais si tu lui parles des conséquences, qu'il va y avoir des conséquences très graves, tu te rends compte que c'est la même chose que ce que disait tout à l'heure cet Agarachi. Il va te dire non, les navires vont être coulés par les missiles iraniens. Il lance cet avertissement. Il dit « Vos navires seront coulés par nos premiers missiles et vous avez créé un grand danger pour les forces armées américaines. Ils peuvent définitivement continuer à spéculer. Avec nos missiles, pourrons-nous les détruire ?» Le commentaire que fait aujourd'hui ce Rezaé, d'ailleurs, provient de 2 sources anonymes. Mais si tu demandes à, eh ben voilà, lors d'une trêve de 2 semaines qui a été convenue le 8 avril et qui se termine le 21 avril, dans environ 1 semaine, nous sommes censés voir Trump. Ce n'est pas encore certain, mais il paraît qu'un accord va être conclu ce week-end, c'est ce que les rumeurs et les spéculations disent. Si tu demandes à Lévi, il te dira que non. Ajá, que no. Selon 2 sources anonymes, la guerre était pratiquement terminée. Mais si tu demandes à Lévi, Il va te dire aux sources, mais il te dira de ne pas spéculer. O sea, o que se acabe la guerra O leamos con todo. o sigue la guerra, Ajá. ¿verdad? Pero que no se quede con... dans 2 cas, soit le chef lui-même, soit le président du Congrès ou du Parlement qu'ils ont là-bas en Iran. Il va te dire non, et voilà. Dès le départ, il y a des pressions des 2 côtés, ils sont là avec leurs ultimatums classiques, et en attendant, passons à autre chose. Des sources anonymes, mais lévites. Bueno, pues Trump ha estado amenazando, ¿sí? Ujú. Con 2 sources le révèlent. Mais si tu demandes ça aller vite, il te dira de ne pas courir parce qu'il est indépendant du gouvernement de Donald Trump, même si Donald Trump, c'est vrai, l'a nommé lors de son précédent mandat. En prenant le contrôle par la Banque centrale des États-Unis, ou du moins un peu plus. 2 sources anonymes divulguent l'information. Mais toi, ce serait aussi une énorme erreur pour l'économie des États-Unis, parce que pour que les investisseurs aient confiance, il faut que la Banque centrale soit indépendante. Sinon, alors le président fait ce qu'il veut. Quiera, Lo que le básicamente lo que... L'évite pour dire que tu pourrais vraiment affecter énormément, eh bien, les entreprises, les activités et les projets existants. Donc, c'est pourquoi, eh bien, au moins pour l'instant, 2 sources anonymes libèrent Lévite. Il a essayé d'une manière, il a essayé d'une autre, et il n'y est pas arrivé, n'est-ce pas? Ça aussi, eh bien, c'est de la spéculation. Il y a 2 sources anonymes, mais si tu demandes à aller vite, il te dira que tu spécules. La verdad. Sí, no, exactamente. Il y a au moins 2 sources qui le confirment, et Kanchi, mais si tu demandes à aller vite, il va te dire de ne pas spéculer. Il y a au moins des sources anonymes, mais tu es en train de spéculer. Sí, sí, el que nominó Trump. Il y a au moins 2 sources anonymes qui divulguent des informations, mais bon, si tu demandes à aller vite, il dira que tu es en train de spéculer. C'est pour ça qu'il veut déjà le faire partir, parce qu'il sait qu'il va avoir, enfin il y en a plusieurs, enfin au moins 1 ou 2 sources anonymes, mais si tu demandes à aller vite, il te dira qu'il y a environ 5 ou 6 personnes qui ont un vote égal, c'est-à-dire tout le monde. Donc si Powell reste là, eh bien on continue à spéculer. Il libère des informations, mais si tu demandes à aller vite, il te dira que tu es en train de spéculer. Oui, exactement, des intérêts particuliers. Maintenant, passons à d'autres sujets importants.
C'est comme la tante qu'on n'invite pas à la fête ou au mariage, mais qui vient quand même et s'accroche. Imagine que c'est ce que dit cet Infantino, le président de la FIFA, qu'il dit que l'Iran va aller aux États-Unis pour jouer la Coupe du Monde 2026. Alors, L'Iran, va à la Coupe du Monde. elle insiste sur ce sujet. Je pense que ça va être une situation assez inconfortable, mais bon, il lui assure que l'équipe masculine y va. Celle-ci, qui d'ailleurs a été l'une des premières à se qualifier pour la Coupe du Monde, va jouer aux États-Unis. Et en tenant compte de ce régime, eh bien, ce que Trump a dit, c'est qu'ils n'allaient pas les défendre, qu'ils ne garantissaient pas vraiment leur sécurité, que ça allait être compliqué. Infantino dit aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit bien, Trump aussi, et voilà, au revoir. Ils iront jouer à ce moment-là, bien sûr, si la situation est pacifique, cela aiderait sans aucun doute, mais l'Iran doit venir, bien sûr, il représente son peuple, ils se sont qualifiés et les joueurs veulent jouer, eh bien... Voilà le problème. Eh bien, je ne sais pas si c'est vraiment la chose la plus prudente à faire, mais bon, au final, le football, c'est autre chose. C'est un sport et il ne devrait pas être politisé ni rien de tout ça. Et rappelons-nous qu'ils ont essayé, du moins ce qu'a fait la FIFA du pays, de transférer cela au Mexique, et le Mexique était effectivement ouvert à la question, mais bon, pour des raisons logistiques, c'est très compliqué parce qu'il ne s'agit pas seulement de ce pays, mais de tous les pays contre lesquels il doit jouer. Exactement. Exactement. Un autre rapport attire également l'attention. Amnesty International a dénoncé le fait que Cuba n'a toujours pas libéré les prisonniers politiques après plus de 2000 grâces accordées. C'est-à-dire, lorsqu'ils ont été soi-disant graciés à Pâques, ils n'ont pas été libérés. Non, je ne sais pas. Pourquoi annoncer quelque chose qu'ils ne feront pas? C'est ça le problème. Bon, quoi d'autre se passe-t-il? On apprend aussi qu'il y a eu tout à l'heure une attaque de la part de la Russie contre Kiev, dans une zone également de Dnipro. Il y a aussi eu une attaque. Malheureusement, dans le cas de Kiev, la capitale de l'Ukraine, on parle de la perte de plusieurs vies, dont un garçon de 12 ans et une femme de 35 ans. Mais à Kiev, il y a aussi plusieurs blessés. L'attaque a duré au moins 1 heure et ensuite, vous savez, après les attaques, on attend l'arrivée des secours, etc. Et ils lancent à nouveau une autre vague d'attaques, une autre série d'attaques. Là, à Kiev, il y a eu 18 blessés. Donc oui, c'était intense parce qu'en général, on ne voit pas ces chiffres. Parmi eux, 4 membres du service de sécurité d'urgence qui sont venus aider ont été blessés et 6 d'entre eux sont hospitalisés. Eh bien, la situation s'est également répétée là-bas à Dnipro, où l'on parle aussi d'une personne qui aurait perdu la vie. Eh bien, voilà le problème. Ce n'est pas intéressant. Évidemment, la partie la plus préoccupante concerne les civils. Évidemment pas à l'intérieur de l'Ukraine, dans cette guerre qui semble encore devoir durer un bon moment. Ce n'est pas un sujet terrible. Passons à d'autres sujets importants. Il y a un rapport sur ce qui est attendu pour les États-Unis et on le voit très clairement ici au cours des 24 dernières heures. Voici la zone orageuse qui touche les États-Unis et qui, selon eux, est pratiquement, disons-le, une tempête intense mais extrêmement vaste car elle couvre plusieurs États. Nous évoquons une zone s'étendant depuis le nord du Texas, pratiquement jusqu'au Canada, et ils assurent que ces pluies vont apporter des tempêtes historiques dans certaines régions et qu'elles vont durer environ 36 heures. Elles apportent des pluies et des rafales de vent de 60 à 70 km par heure. Le système de fortes tempêtes, avec des pluies persistantes, progresse et génère des situations d'instabilité pendant une période prolongée, selon les conditions indiquées par les météorologues dans cette région des États-Unis. Dans cette zone du centre et de l'est des États-Unis, que se passe-t-il? Eh bien, selon leur rapport, ces pluies pourraient se prolonger pendant 36 heures. Imaginez cela, 36 heures d'affilée et en plus avec des moments de très forte intensité, avec un volume d'eau assez important. Cela va donc avoir un impact assez fort. On parle aussi, Pépé, de rafales de 60 km par heure. Cela correspond à un niveau moyen enregistré lors de ce type d'événement, mais bon, ce sera un événement assez intense. Le Service météorologique national met en garde. La poursuite des pluies accroît le risque d'inondations soudaines. Soyez particulièrement vigilants dans les zones sujettes au glissement de terrain.
Surtout, il peut y avoir des inondations soudaines dans les zones urbaines ou là où le drainage est limité. Les autorités recommandent de rester informés et de prendre des précautions car ce type d'événement peut provoquer des inondations très rapidement en seulement quelques heures. Souvenez-vous du Texas l'an dernier où une inondation impressionnante a surpris tout le monde. Prévu à ce niveau-là et malheureusement, les évacuations n'ont pas été faites à temps. La L se... Bueno, les perdieron la vida en ese caso. Eso fue en Texas, En ¿no? Texas, sí, En en Texas el estuvo. Mystic. Ce terrain, à l'endroit où, eh bien, de nombreux enfants ont perdu la vie, C'était bien, le sujet est bouleversant et la pluie n'arrive pas jusqu'ici. s'il en arrive un peu, non, mais non, non. Enfin, beaucoup moins si on regarde l'accumulation d'eau et là où on voit que ça va vraiment arriver au Mexique. Regarde, voici la projection. On va la mettre d'aujourd'hui à demain. C'est la projection d'aujourd'hui à demain. On voit clairement la ligne où se trouvent les orages, puis le surlendemain, puis au jour 17, on voit une augmentation. Et pour les 18 et 19, ça commence déjà à monter un peu plus vers le Mexique, et on le voit déjà le 18. Mais dans la nuit, ça commence déjà à arriver vers Coahuila et Nuevo León. Un peu plus de pluie, mais regardez, les États-Unis sont très touchés, il y a énormément de pluie. Et ensuite, pour les prochains jours, pour le Mexique, les 19 et 20, la pluie commence déjà à arriver essentiellement au centre-nord-est, principalement à l'est du pays. À partir d'ici jusqu'au, disons le 20 avril, non ? Les pluies s'étendent donc déjà et maintenant, effectivement, tout ce phénomène s'intensifie. Ce qui est curieux, c'est qu'ici, au Nuevo León, nous avons presque 8090% de pluie, en plus par rapport à la moyenne historique. Il a vraiment beaucoup plu, les rivières d'eau sont pleines, ce qui n'est pas habituel pour nous en si peu de temps. Je parle des rivières habituellement asséchées qui ont actuellement de l'eau alors que ce n'est pas la saison normale. Tout est très beau, tu traverses les parcs où la rivière est habituellement asséchée et des hérons mangent de petits poissons. Et quand tu l'as fait aujourd'hui, c'est cool, je veux dire, mais c'est bizarre, non ? Ce n'est pas étrange, ça. Et il fait frais, eh bien, en fait, aujourd'hui, on a une sortie. Et ça a été si intense. La pluie passagère a duré environ 1 heure. Mais du coup, on n'a pas pu sortir là où on devait aller. Mais bon, enfin, on est sorti, mais on a dû rentrer aujourd'hui parce que là où on allait, ça a été annulé, donc voilà, c'est comme ça. Il faut rester vigilant. Si tu vis aux États-Unis, fais attention, surtout si tu habites dans cette région. En gros, c'est tout ce qu'on appelle le couloir des tornades, comme on l'appelle. C'est la zone qui va du Texas, en gros, jusqu'à l'Illinois et les États des Grands Lacs, et toute cette région. Bon, quoi d'autre ? Nous avons aussi un rapport de la NASA concernant cet astéroïde dont nous avons déjà parlé plusieurs fois, l'Apophis, qui a d'ailleurs un nom très marketing. En réalité, il porte le nom d'un dieu, un nom plutôt mortel. Et donc, que va-t-il se passer dans 3 ans? C'est ce que dit la NASA. C'est un astéroïde assez grand, il mesure à peu près la taille de 3 terrains de football et il va passer près de la Terre, vraiment près. À l'échelle des astronomes, ce serait à 32 000 km de la surface terrestre. C'est une distance inférieure à celle de nombreux satellites en orbite. C'est justement ce qui attire l'attention et les satellites qui orbitent à une altitude plus élevée. Il y en a qui se trouvent à 35 000 km au-dessus de l'équateur, mais bon, celui-ci va passer à 32 000 km de la Terre. Mais bon, c'est la question, c'est ce qui nous attend. Il faudra observer, je suppose non, c'est en 2029, je ne pense pas que ce soit bien, je ne sais pas, je ne pense pas que ce soit visible, mais au moins il y aura sûrement quelques télescopes professionnels qui pourront peut-être l'observer. Je ne sais pas, on verra bien. Oui, et avant que la panique ne se répande et que des gens regardent des chaînes YouTube annonçant la fin du monde, non, ils ne disent pas cela. Il n'y a aucun danger pour la Terre, pour personne, ni pour quoi que ce soit qui y habite, ni pour les astronautes ou les satellites dans l'espace. Cet événement représente une opportunité incroyable et totalement sans précédent d'en apprendre beaucoup plus sur Apophis et sur des astéroïdes similaires proches de la Terre. Vous voyez, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Ne vous inquiétez pas pour ça. Passons à d'autres sujets, allons à d'autres thèmes également importants. ¿Qué pasó con Emiratos Árabes? Bueno, pues mira, de convoquer le chargé d'affaires d'Irak à propos de la question des attaques des milices aux États-Unis. Il y a des groupes ou des attaques de milices pro-iraniennes. N'est-ce pas ?
Alors, ils ont constamment attaqué des avions des États-Unis vers Israël quand c'était possible, quand ils en avaient la capacité. Et, eh bien, ils ont aussi attaqué des intérêts des Émirats arabes unis. Le jour où tu regardes, tu sais, c'est le plus agaçant. Peut-être que l'Arabie saoudite n'a presque pas été impliquée. Elle n'a pas beaucoup commenté. On ne sait pas si elle s'énerve, mais parfois c'est pire. Et aujourd'hui, ils ont convoqué le chargé d'affaires à l'ambassade d'Irak. Il s'appelle Omar Abdul Mahir, à la protection unie. Des attaques terroristes ont été lancées sur le sol irakien par les milices dans différentes zones. No iraní, sino de Irak. Si, Irak. le ministère émirati des Affaires étrangères a déclaré dans un communiqué qu'il est intervenu. Une lettre de protestation pour exprimer le rejet des attaques terroristes continues et atroces lancées depuis le territoire irakien contre les Émirats. Ces attaques sont menées par ces groupes, n'est-ce pas, qui les dérangent déjà beaucoup. Les attaques ont eu lieu malgré le cessez-le-feu, c'est-à-dire qu'ils ont 2 semaines de cessez-le-feu et cela continue. Les attaques ont visé plusieurs installations vitales du pays membre du Conseil de coopération du Golfe, en violation flagrante de la souveraineté et de l'espace aérien. C'est-à-dire, malgré le cessez-le-feu, ils agissent de leur propre chef et continuent d'attaquer les Émirats arabes unis, qui sont déjà très en colère, et même l'Arabie saoudite. Je pense qu'il ne dit pas tout, car c'est son ministre de la Défense qui poussait à déclencher la guerre. Et il a aussi un accord avec le Pakistan, non? Il peut donc mieux faire pression pour éviter une attaque. Bon, passons aux commentaires. Quoi d'autre? Que dit la communauté, que dit le monde? Il y a une forte crise à l'intérieur de chaque pays. C'est une erreur qu'une guerre prolongée se poursuive en ce moment et qu'elle implique plus de pays. Les guerres relancent l'économie, mais pas avant qu'elles ne se terminent. Même si, bon, il y a des pays qui peuvent s'en sortir, les pays qui ne participent pas, il se peut soudainement qu'ils s'en sortent bien. Comme le cas du Mexique, qui pendant la Seconde Guerre mondiale a connu le miracle mexicain, parce que le Mexique a dû, disons, répondre aux besoins des États-Unis sur le plan industriel, etc. Le Mexique a connu une croissance, mais tout le monde n'en profite pas. Exactement, non, je veux dire, ce n'est pas l'idéal, non. Ce n'est évidemment pas l'idéal. Bonjour. Comme ils disent qu'il n'y a pas de danger pour la Terre, ça m'inquiète encore plus. Salutations à Martin Martinez qui dit « Bonjour Pépé, salutations depuis Guadalajara, merci pour ton professionnalisme, merci de nous consacrer ton temps pour nous tenir informés, autant d'intérêt national qu'international, pardon. » Merci beaucoup, un immense salut. Comment allez-vous? Comment ça s'est passé pour vous? Demande Flore. Merci aussi, Santé, dit-elle. Ok. Saludos, Flor. Oui, ils ont suivi. Salutations aussi à Garcia, à Ruben, qui d'autre est ici? À Martin. Merci beaucoup jusqu'à Guadalajara. Évidemment à la communauté qui nous regarde à Jalisco, et évidemment dans toute cette région de Colima, c'est vraiment très apprécié. Énorme salutations à tous. Salutations à José Ramos qui dit « La Russie attaque seulement les civils et l'Ukraine seulement les sites pétroliers et militaires. Qui est le meilleur ici? Si l'UCA, c'est-à-dire l'Ukraine, en 2 ans et demi, a une meilleure défense. » C'est impressionnant les progrès qu'ils ont faits, 4 ans de progrès. Eh bien, tu vois les adaptations que les pays en conflit doivent faire dans des circonstances vraiment compliquées, non? Ils ont su, maintenir un conflit comme ça en ce moment, c'est incroyable. Comment ont-ils fait? Salutations à notre groupe que j'ai créé. L'augmentation du CO2 provoque des sécheresses à l'équateur et, dans les zones adjacentes, des pluies intenses. Cherchez quand il a plu pendant 2 millions d'années sans interruption et c'était à cause de l'augmentation du CO2. Bonjour, comment va notre grand-mère qui aime te saluer? Elle dit par ici, fenatel, fenatacalde. Si on fait un maire, ils font un maire, n'est-ce pas? Moi, enfin, encore une fois, en direct, je vous regarde toujours différemment. Super, même celui du Mexique. Comment tu vas? J'avais une amie qui s'appelle comme ça. Oui. Oui, mais celle-là ne fait rien d'intéressant. Je ne l'avais pas entendue comme ça. Je ne l'avais pas entendue, donc un grand salut aussi. Un salut à Guadalajara. Au fait, Antonio, comment tu vas?
Salutations Antonio, excellente MDP qui montre le dévouement de vous deux. Merci beaucoup. Salutations. Rubén Williams también. ¿Qué onda, Rubén? Aussi à Luz de Luna qui a envoyé des salutations à toute la communauté. Que Oulouse. Bonjour, salutations aussi à Roble qui n'est pas ici. Rublos MX. Rappelez-vous que notre voisin du Nord descend de pirates et se comporte comme des criquets. Ils veulent tout dévaster. Salutations de la part de Rublos. Bonjour. Eh bien, aujourd'hui paraît la statistique des plus grandes économies du monde. Et donc, nous allons voir comment elles se portent. C'est impressionnant. Ces données concernent les plus grandes économies du monde à ce jour. Et donc, j'insiste, cela a été rapporté par Global Economic, c'est-à-dire Global Statistics, ce sont eux, les globaux, qui le présentent et montrent ce qui suit. Voyons comment va le sujet dans Words, la version actuelle. Numéro 1. La Chine, oui, c'est à cause de son niveau de production. Donc voilà, on peut dire que la Chine est bien numéro 1. Mais de loin, n'est-ce pas? Et ensuite, en deuxième position, il y a les États-Unis. Oui, si on parle d'influence, parce qu'ils vont dire non, c'est que l'économie des États-Unis a plus d'influence. Oui, l'économie des États-Unis a plus d'influence. Eh bien, pour une raison très simple, très facile, le dollar, le dollar. Au final, quand ta monnaie est celle qui est la plus utilisée au niveau mondial, évidemment, ça te donne plus d'influence. Mais au niveau économique, c'est-à-dire la taille de l'économie de la Chine, elle est énorme, elle est déjà bien plus grande que celle des États-Unis. Mais ça, c'est déjà le cas depuis un certain temps, maintenant. En deuxième place, les États-Unis, puis l'Inde, incroyable, l'Inde troisième. Et ils disent que dans quelques années, ils vont rivaliser avec la Chine et les États-Unis. En ce qui concerne la taille, ensuite vient la Russie. Regarde, malgré tous les problèmes et les difficultés qu'elle a, la Russie figure toujours sur la liste. Ensuite, il y a le Japon, puis l'Allemagne, l'Indonésie, le Brésil en 8e position et la France en 9e. 10e, le Royaume-Uni, la Turquie apparaît à la 11e place, l'Italie à la 12e et le Mexique à la 13e. Ensuite, à ce poste, après cela, parce qu'il y avait toujours l'Espagne et le Mexique qui se disputaient la 14e place, maintenant le Mexique passe à la 13e place, la Corée du Sud passe au 14e, du moins dans cette statistique. Je veux dire, on verrait d'autres versions sûrement, hein. L'Arabie Saoudite à la 16e place, le Canada à la 17e, l'Égypte à la 18e. Regarde l'Égypte, hein. Je crois qu'à ce stade, c'est le premier pays d'Afrique, non? Voyons, non, on n'en a pas vu d'autres, n'est-ce pas? Oui, non. Donc, l'Égypte serait l'économie la plus importante d'Afrique. Ça aussi, évidemment, c'est intéressant, hein. Donc, dans cette mesure, l'économie hispanophone, disons, la plus grande serait le Mexique, et ensuite ce serait l'Espagne, non? En Amérique latine, ce serait le Brésil, non? Comme pour l'Amérique latine, hein, ensuite il y aurait le Nigeria comme une autre économie qui est en croissance. Hein. Le Nigeria, malgré ses problèmes et tout, c'est déjà la 19e économie. Attention à cela, et ils ont beaucoup de jeunes, ils apportent beaucoup d'innovation. C'est-à-dire, en plus des problèmes qu'ils ont, ils apportent aussi des choses positives. La Pologne, qui est une économie qui a progressé, et elle est déjà à la 20e place. Taïwan, qui est à la 21e place, l'Australie à la 22e place, le Vietnam est aussi une autre surprise intéressante. 23e place, et regarde l'Iran, 24e place. C'est-à-dire, malgré tout, non. Malgré les disputes et les blocages, ils arrivent quand même à se maintenir à peu près à ce niveau. Ensuite, il y a la Thaïlande à la 25e place, le Bangladesh à la 26e, selon ses statistiques du moins, le Pakistan à la 27e, les Philippines à la 28e, l'Argentine à la 29e et la Malaisie à la 30e. Et ça continue comme ça, hein. Les Pays-Bas, n'est-ce pas? Oui, et ensuite il y a la Colombie, puis l'Afrique du Sud, les Émirats arabes unis, Singapour, le Kazakhstan, la Roumanie, ou plutôt la Bulgarie, l'Algérie, non? La Suisse, la Belgique, non? La Belgique, j'ai dit non. L'Algérie, oui. L'Algérie, c'est ça? Oui, non. La Belgique, pardon, puis l'Irlande, la Suède et le Chili. Fédé, la 43e, l'Irak, 44, regarde un peu, l'Ukraine en 45, l'Autriche en 46, le Pérou, la République tchèque. Bon, eh bien ça avance, non?
Israël en 51, regarde le Portugal, 53, le Danemark, 54, et bon, eh bien, ça avance. Je veux dire, souvent ce sont des puissances, n'est-ce pas? Souvent, les économies sont des puissances, même si elles occupent en ces places simplement parce que ce sont de petits pays, n'est-ce pas? Et comme ce sont de petits pays, ils ne peuvent pas non plus avoir une économie si grande, n'est-ce pas? Et là, on va jusqu'à la dernière, non? Voyons qui est tout à la fin. Luxembourg, eh bien oui, mais là par exemple, non. C'est le numéro 100, oui, mais c'est juste un pays de quoi? Combien d'habitants? Environ 5. 5 habitants, mais vraiment très riches, non? Oui, bon, 2 d'entre eux sont des rois. Je ne sais pas, Bahreïn, non? La Géorgie, la Slovénie sont des pays qui souvent, eh bien, le fait qu'ils soient à cette place ne veut pas dire ou ne signifie pas que ce soit un pays pauvre. Loin de là, pas du tout, non? Enfin, l'Uruguay, n'est-ce pas? Ils ont, eh bien, un bon niveau de vie. En Amérique latine, il n'apparaît qu'à la 95e place. Mais bon, c'est qu'il y a peu d'habitants, il y en a, je crois, 5 millions ou quelque chose comme ça, donc c'est une économie, eh bien, assez stable. D'après moi, c'est 5, mais peut-être qu'il y en a moins. Eux, que la communauté uruguayenne nous le dise, non? Le Costa Rica, par exemple, apparaît à la 86e place. C'est un pays qui, eh bien, s'en est bien sorti en Amérique centrale, non? Oui, salutations à Antonio. Bien sûr, je connais les enfants de la route verte, tout était différent, et Santos aussi. Antonio, oui, ça fait un moment, non? Comment vas-tu? Salutations aussi à Isidora. À Mercedes, comment vas-tu? Guillermo Escobar dit qu'il faut quand même prendre la monnaie imaginaire pour faire comme ça, parce que les États-Unis sont très endettés. Salutations. Comment vas-tu? Salut Guillermo. Le problème, c'est qu'il critique toujours cette partie de l'endettement, alors que... Oui, c'est super endetté, oui, non, c'est mal, tout ce que tu veux. Mais ce que je veux dire, c'est que pour être une puissance, il faut être endetté, sinon tu ne peux pas être une puissance. C'est un sujet qui parfois n'est pas compris. C'est-à-dire les pays qui ont ou qui sont des puissances économiques seront toujours endettés parce que c'est quelque chose dont ils ont besoin, non. Et parfois, on croit que la dette est mauvaise, c'est tout. Parfois, oui, elle a été mal gérée, cette dernière phase d'endettement excessif, oui, en effet, mais il suffit de regarder. Le Japon est le pays le plus endetté du monde, plus que les États-Unis. Et pourtant, c'est une économie assez stable, assez forte, assez puissante et assez influente. Au fait aussi, et c'est un pays de 130 millions d'habitants, quelque chose comme ça, donc ce n'est vraiment pas ce n'est pas comme les États-Unis qui font partie des pays les plus peuplés du monde, ou la Chine, sans même en parler. L'Inde aussi, ce sont des pays qui ont énormément d'habitants et donc produisent beaucoup, consomment beaucoup, etc., etc. Dans le cas de ces pays, il y a maintenant des endettements très graves. Quand ta monnaie n'a pas de valeur ou n'est pas une monnaie de réserve, personne n'y accorde d'importance. Eh bien oui, c'est compliqué que tu puisses sortir de ces dettes. Il y a des pays lourdement endettés et en plus sanctionnés. Donc oui, c'est compliqué. Comment vont-ils faire? Je veux dire, comment vont-ils s'en sortir? Non, il y a aussi la corruption et d'autres problèmes, donc non. Oui, c'est compliqué, mais parfois tu te dis... Il y a des économies qui sont fortes parce qu'elles produisent beaucoup de pétrole, comme la Russie par exemple, qui a beaucoup de pétrole, qui produit beaucoup de pétrole et ce genre de choses. Oui, tu peux faire partie des économies les plus importantes, mais ça ne veut rien dire. C'est-à-dire la vie des gens, ça ne reflète pas, donc, le niveau économique que tu es censé avoir, n'est-ce pas? C'est ça le problème là, dit Gisela. Comment vas-tu, Gisèle? Salutations, un grand salut à Rosa, comment vas-tu? Salut Julio, comment vas-tu? Salutations Guillermo, pareil, il faut prendre. Salutations Heidi, elle dit bonsoir. Salutations à tous, dit notre grand-mère. Ce top me semble un peu bancal. Il y a peu, j'ai regardé les données de la Banque mondiale et c'était différent. C'est pour ça que je vous ai dit, il y en a différents, celui-ci est celui du rapport. Les chiffres du PIB reposent sur la parité de pouvoir d'achat. Purchasing Power Parity. Exactement, c'est-à-dire, mais ici, Femi, oui. La Banque mondiale. Oui, c'est la Banque mondiale, exactement. Oui. Salutations à Panderita. Où es-tu, Panderita? Salutations, Panderita. Il faudrait voir à quel point c'est à jour, mais ceci, eh bien, il le publie aujourd'hui. Je suppose que ça doit être parmi les plus récents. Le petit ne dit rien? Non? Oui, c'est celui-là. Au moins celui-ci a été publié aujourd'hui, n'est-ce pas? Celui-ci maintenant? On pourrait regarder celui-ci, non? C'est une autre publication, voyons, qui apparaît en premier. Là aussi, il y a la Chine, mais dans celle-là, ce sont les États-Unis en tête, non? Mais laisse-moi voir à qui il appartient, d'accord? Juste celui-ci. Mais par exemple, je veux dire, pour vous donner un exemple, ici les États-Unis apparaissent en haut, c'est en bleu là.
Dans cette publication, il le divise déjà par zone, économie, etc. Et ensuite, il y a la Chine, en troisième place l'Allemagne, puis le Japon, et ensuite l'Inde. L'Inde, non. Comme ça, non? Disons que, enfin, il faudrait en regarder plusieurs, et faire une sorte d'analyse pour voir laquelle est celle qui revient le plus, non? Les économies qui reviennent le plus souvent. Selon ces statistiques, non. Parce qu'évidemment, oui, ça peut toujours varier. Un petit peu, non? Oui. Salutations à Sandy Montoya qui a réalisé un film coréen qui s'appelle Wonderland et qui parle de personnes décédées avec lesquelles on interagit. Il y a un épisode de cette très bonne série qui s'appelle Black Mirror qui reprend aussi plus ou moins le même concept. Le même concept, mais l'un d'eux, bon, moi je n'ai pas aimé, mais Pépé a aimé. L'histoire était celle d'une fille, tu te souviens, qu'ils vivaient, enfin, ils étaient sur un serveur. Alors, tu vois que tout à coup, ils changent, genre, je veux être dans les années 80, maintenant je veux être dans les années 50, non? Tu te souviens? Oui. L'idée et le concept étaient intéressants, mais je n'ai pas vraiment aimé l'histoire. Oui, c'était ce qui manquait, mais le concept était très bon. Le concept était bon, oui, mais je crois que c'était la première fois qu'on le voyait. Black Mirror a souvent anticipé l'avenir, mais aujourd'hui, la technologie les a rattrapés. Ils devraient donc aller encore plus loin. Exactement. Merci beaucoup, Mercedes. Merci, Mercedes. Merci beaucoup pour ton soutien, pour ce soutien à travers l'Oxo et à toute la communauté qui souhaite nous soutenir via l'Oxo. Si vous êtes au Mexique, eh bien, vous pouvez le faire parfaitement. C'est indiqué dans la description. Un grand merci à tous ceux qui le font et à la communauté aussi qui nous soutient via le super chat, via l'abonnement. Merci beaucoup aussi pour ce soutien. Eh bien, l'autre jour, nous étions en train de voir ce qu'est le super avocat, c'est-à-dire l'avocat. C'est impressionnant, la communauté qui s'est peu à peu formée, disons, qui nous accompagne depuis déjà quelques années. Oui, on dirait que le temps passe très vite et vraiment je vous remercie énormément parce que c'est un podcast d'actualité indépendant qui est ici, eh bien aussi grâce à vous. Évidemment, il dit « Je ne suis même pas d'ici ». Bonsoir, salutations, et comment va la vie au fait du café là-bas à Tijuana, Mercedes, à la communauté qui voudrait partager avec nous? Non, parfois j'oublie, mais j'essaierai de m'en souvenir autant que possible. Le sujet de la communauté, pas dans la communauté. Pouvez-vous nous accompagner? Il y a des sondages là-bas, vous pouvez vous-même publier des photos. Oui, par exemple, regardez, là tout de suite j'ai mis un sondage, c'est celui-ci, non? Qu'est-ce qu'il dit? Cela déclenche plus d'alertes qu'en pleine crise Israël-Liban. Et la première place, c'est que Netanyahou refuse, tout accord. Ce serait l'alerte qui attire le plus l'attention. En deuxième lieu, l'exigence de démanteler le Hezbollah. En troisième lieu, l'offensive militaire israélienne au Liban. Quatrièmement, si le conflit s'intensifie, ce ne serait pas le propos ici dans la communauté. Et puis il est écrit ici, la chaîne de l'homme souriant. Il raconte l'histoire d'un vieux cyberpunk, l'homme qui rit, l'homme qui vit dans l'obscurité du réseau. Bon, là il fait une série, une publication. On l'avait déjà vu celui-là. Cette publication est un autre sondage par ici. C'est un autre sondage et celui-là, nous ne l'avions pas vu. Nous ne l'avions pas vu. Monica Ortiz, un énorme salut. Cette petite chienne a 3 ans et demi. Très jeune, 3 ans et demi. Je ne spoilerai pas, mais elle nous raconte une histoire. Voilà. Voici une histoire racontée par Monica que vous pouvez lire. C'est à propos d'une expérience vécue par la petite chienne l'an dernier. Mais bon, lisez-la, je ne vais pas vous spoiler, lisez-la, d'accord? Bon, Je ne la lis pas. Elle l'a mise en ligne il y a 3 jours, mais je n'avais pas vu la photo, alors merci beaucoup. Également Adrien Gilbert, qui a donc laissé ici dans la communauté le commentaire suivant qui dit, il écrit. il dit « Oh, la trêve de 2 semaines de Trump, tout cela m'a déçu. » Salutations Adrien, jusqu'en Espagne. Eh bien là, vous pouvez publier, non? Celui-ci dit merci beaucoup. Voilà Pichardo qui nous envoie cette photo, non? Il dit qu'aujourd'hui, vous avez 1000 raisons d'être reconnaissant. Eh bien, vous pouvez publier, non? Beaucoup de choses ont échoué à ce niveau. Christy vient d'arriver. Regarde, elle est là. Oui. Je ne l'ai pas prévenue. On a juste commencé plus tôt. Elle s'est inscrite. Elle s'est inscrite, oui. Salutations à Ruben William. Salut Ruben, il est là aussi. Qui est là? Oui. La pluie. Marcel, oui, Marcelo, Riquelme, tout. Tout, oui. En plus, ce jour-là, on commence toujours beaucoup plus tard. Oui. Oui, tous les... Comment ça s'appelle? Mercredi, lundi, mercredi et vendredi. On commence souvent plus tard, car on arrive ici. On arrive normalement en retard ici à la maison, donc on commence à 9h30 ou 10h.
À cause de la pluie, tout a été annulé, j'ai donc pu diffuser l'après-midi. Plusieurs notes en attente ne pouvaient pas être incluses ici. Donc j'ai pu faire une diffusion supplémentaire et on a même pu commencer tôt. C'est pour ça qu'on a voulu en profiter pour discuter un peu. Et voilà donc. Bonjour à tous, Armando, Antonio, Papillas et tout le monde. Armando, quoi de neuf? Ça va? Excellent. Salutations à Imelda et à Blanca Garza, qui remercient Pépé pour ses excellentes informations. Salutations depuis la vallée du Texas, salutations. Salutations. Salutations à Alejandra Gomez aussi. Elle dit « Bonjour, je suis arrivée », elle vient aussi d'arriver. Quoi de neuf? Très bien, excellent. Une question pour ceux qui vivent dans la vallée du Texas. Oui. Quelles sont les villes qui se trouvent dans la vallée du Texas? J'entends toujours parler de la vallée du Texas, et je situe plus ou moins, parce que moi, eh bien, imaginez-vous, je viens de Piedras Negras, donc j'étais juste à côté de Eagle Pass, non? Texas. J'entends souvent ça, et je me suis demandé, c'est quoi la vallée du Texas? Que signifie ce nom et quelles sont ses limites? Je me suis posé la question plus tard, alors je vous la pose pour voir si vous pouvez répondre. Il dit... Salutations Alba, il dit « Retourne aux informations ». Merci beaucoup, salutations Alba. Il dit, Digito, aujourd'hui, vous me voyez à moitié entre la vie et la mort, car j'ai mangé quelque chose qui m'a provoqué une réaction allergique. C'est dur. Vous imaginez déjà, hé Digito, mais maintenant, tu vas bien, non? On s'est occupé de toi. Tu as déjà pris quelque chose, peu importe quoi. Qu'est-ce qui t'a provoqué cette réaction? Je veux dire, si c'est possible de le savoir. Salutations. Il dit que la trêve n'est pas crédible. Depuis combien de temps en parle-t-il? C'est une guerre civile sans fin, dit Guillermo. Salutations. Je pense la même chose, c'est-à-dire je crois aussi que c'est la stratégie qu'ils appliquent en ce moment, non? De ces ambiguïtés, de continuer à prolonger et prolonger, parce qu'on ne fait pas la guerre totale, mais on la prolonge jusqu'à ce qu'il soit avantageux de la prolonger, pour ainsi dire, non? Eh bien, oui, ça a l'air difficile tout ça. Il dit, c'est fou tout ça, il dit, sans le courant de l'Atlantique, les Anglais gèleraient. Il dit, oui mon frère, oui, je veux dire, on ne sait pas. Et il cesserait de recevoir beaucoup de nourriture. Par exemple, les poissons que mangent beaucoup les Islandais, comment ils s'appellent? La morue, n'est-ce pas? Le saumon, enfin, il y a certains poissons, de ceux qu'on appelle poissons d'eau froide ou poissons bleus, qui ne leur arriveraient pas, en gros. Non, c'est fou. Et à propos des saumons, ça me fait penser à une image que j'ai vue il y a quelques jours. Vous avez déjà vu comment les ours mangent les saumons? Non. J'ai vu quand ils les attrapent comme ça. En plus, ils les attrapent quand ils sautent. Je ne savais pas comment ils mangent. C'est-à-dire, c'est un énorme gaspillage les ours. Imagine quand il y a beaucoup de saumon, ce qu'ils font, c'est qu'ils attrapent le saumon, enlèvent la peau, mangent la peau et jettent le reste. Quoi? La peau contient la graisse, donc ils jettent le reste. Oh là là, c'est fou. Mais ce sont des pros, quand ils remarquent que c'est un saumon femelle, c'est-à-dire qu'elle a les œufs à l'intérieur, ils appuient comme ça, avec la main, et ils sortent les œufs, la masse d'œufs, je ne sais pas comment on appelle ça. Autrement dit, ils sortent les œufs, ou je ne sais pas comment ils appellent ça. Je crois que c'est comme ça. Mais, et après, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, et ils le mangent, c'est-à-dire... Les petits œufs... Les petits œufs contiennent beaucoup de graisse, n'est-ce pas? Non, il y en a. Oui, en plus, beaucoup de protéines. Ah, cette graisse, les protéines, oui, mais tout le saumon, ils le jettent comme ça, au revoir. Ensuite? Non, bien sûr, ça donne énormément de nourriture à d'autres espèces. Oui, les guirnolobos comme ça. Eh bien, et beaucoup de rodabs. Il y a beaucoup de rodabs qui arrivent. Au final, tu ne vas pas gaspiller, non? Rien n'est gaspillé, clairement. Je veux dire, mais tous les deux sont vraiment malins. Fou, bien fou et comment? Oui, là, je m'en souviens. Qui sait quoi? Oui, non, en mangeant, oui, tout. Il y a une langue. C'est du caviar? Oui, ça compte. C'est bien celui au caviar. Mais le caviar vient d'un autre pays, non? D'un autre pays. Oui. Étude? Non, c'est un truc comme ça, je ne me souviens plus. Je dis n'importe quoi, je te donne mal à la tête. Peut-être. Francisco Arce dit Brazzaville, Arlegan, McAllen, Édimbourg, Mission, en incluant aussi des villes comme Roma, Rio, Grand City et Raymondville. Ah, d'accord. Alors c'est plus... ok, ça y est, c'est plus. Les œufs de saumon. Les œufs de saumon, exactement. C'est avec ça, d'accord? œufs, oui, ok, pas ueva au sens de fainéant, ce sont des œufs de... Oui, bon. Amanda, vous êtes addictif, j'ai demandé à faire beaucoup de choses, merci beaucoup. Merci beaucoup, salut. Il dit que comment vas-tu? Et là il dit, non, maintenant il est en train de discuter par là. Salut Amé, Myrna, pardon, Myrna Solis, salutations de Reynosa, Tamaulipas. Comment vas-tu, Myrna? Salut Myrna, comment vas-tu? Mercedes répond, super bien.
Je ne vous vois presque plus, j'arrive et je m'endors, même si je ne veux pas. Parfois je vous regarde du travail, mais je peux rarement commenter. Salut Mercedes, eh bien c'est bon de savoir que tu nous regardes depuis le café, non? Oui, salut. Salut. Elle dit, eh oui, je suis déjà en train de récupérer, je peux déjà plaisanter, même si tout à l'heure j'ai eu peur, on m'a injecté des antihistaminiques en urgence. Es-tu allergique à quelque chose? Ce n'est pas le cas, ou quelque chose de similaire, et tu as eu une forte allergie? J'imagine. Salut, prends soin de toi. C'est bien que tu ailles mieux, mais fais attention, c'est dangereux. Oui. Oui, César, comment tu vas? César, super. Donc, tu ne savais pas, tu crois que tu es allergique aux pistaches? Et ensuite ne pas savoir si ça passe. Je panique quand je ne peux pas respirer. Oui. Rosé, Mabako, comment vas-tu? Bonjour. Rosé, salutations. Ce serait comme acheter un alfajor, manger le papier qui l'enveloppe et jeter l'alfajor, imagine-toi. Imagine-toi. Et nous, moi, c'est-à-dire, on devrait aller pêcher le saumon parce que nous, on jette la peau et on mange la peau. On mange le saumon, bien sûr, exactement. Salut, Chélis, comment tu vas? Jusqu'au Chili. Chélis, super, ça fait plaisir de te voir ici. Aujourd'hui, on est sorti plus tôt, donc la communauté chilienne, argentine et uruguayenne peut nous voir plus facilement. Pas trop tard, non? Si Rosé dit, ici, le saumon est très cher, ici aussi très cher, oui, c'est cher, oui, bon, en plus, moi, je n'aime pas ça. Oui, ça fait des années, littéralement des années que je n'en mange pas parce que tu n'aimes pas ça, mais c'est vraiment que tu n'aimes pas. Genre, tu ne supportes pas. C'est que si tu le sens, non, moi, ça me donne mal à la tête, je ne peux pas. C'est vraiment bizarre, je ne sais pas ce que c'est. Oui, non, ça fait des années que je n'en ai pas goûté. Je ne suis pas si facile, ce n'est pas comme si ça me manquait. Peut-être qu'un jour, si jamais. De toute façon, l'autre jour, j'ai vu un autre fou qui disait qu'il ne recommandait pas de manger du saumon quand on essaie de perdre du poids, qu'il faut éviter. Oui, c'est très gras. Si tu veux prendre du poids. Eh bien oui, Eh bien. Si tu veux prendre du poids et devenir musclé, oui. Si tu veux perdre du poids, c'est-à-dire tous ceux qui, quand on est en train de perdre du poids, eh bien, il ne faut pas manger de saumon parce que c'est très gras, c'est vrai. Non. Tout va être... Et les pistaches sont tellement délicieuses, c'est vrai? Non, enfin, oui, les pistaches, c'est une vraie addiction. Mais peut-être que je n'en achète même pas. J'en jette, car il y en a très peu, non? Donc non, tu vois, il y en a peu. Non, oui, moi pour mon anniversaire, je mangerai des pistaches ou quelque chose comme ça, car c'est délicieux, mais oui, non. Salutations à César Torres. N'oubliez pas de laisser un message dans les commentaires. Salutations, César. Oui, salut César, tu as raison. Oui, s'il te plaît. Il dit qu'il pense aussi être peut-être allergique à la pénicilline. Il ne sait pas, il faudrait un examen, mais il a eu une... Bronca d'adolescente. La pénicilline m'a fait du mal, donc à partir de là, chaque fois qu'on me demande, je dis que je suis allergique, je n'en suis pas vraiment sûr, mais je dis ça parce que oui, avec un problème de... Me puso penicilina. Ça m'a fait du mal, mais bon, je ne sais pas vraiment si c'est ça la preuve. Je ne sais pas si c'est la preuve ou si tu dois passer un examen. Il y a un commentaire, une amie a dit « Christ, elle a eu une allergie aux fruits de mer et les gens du coin lui ont donné de l'avocat, apparemment comme antihistaminique, en attendant qu'elle arrive à l'hôpital. Ça a empêché sa gorge de se fermer. Tu vois, c'est fou. » Je me souviens qu'à un moment, toi aussi, ta gorge s'est un peu refermée à cause de l'avocat. Tu vois, ça me provoquait une allergie, oui. Et après, ça ne me le faisait plus. Oui, le truc, c'est qu'il y a eu un moment où j'ai développé des allergies à des choses étranges, comme la banane, la tomate, l'avocat, enfin vraiment des aliments de base. C'est fou. Et c'est parti. Oui, c'est parti. Oui, vraiment bizarre. Moi, j'ai une allergie à la pylixine. Alexis. Je suis devenue rouge. Voilà, je suis devenue rouge. Oui, complètement. Chélis dit, j'ai un pistachier. Ah, regarde, Chélis, quel Chélis? Et tu vois, au paradis, il ne savait pas. On lui a crié dessus, puis elle a acheté 1 kilo chez Costco. Et on lui a crié dessus, heureusement que tu n'en mangeais pas. Imagine, envoie-le nous, on s'en occupe. Franchement, Je ne sais pas si c'est... Ce paquet-là, on l'achetait de temps en temps, et là, tu pioches dedans. Mais d'un coup, oui, tout le monde grignotait, et ça partait très vite. je te le dis, heureusement, il y a une grande variété d'antibiotiques. Oui. Elle le dit à Rublox, elle dit « J'ai une liste, son injection de dexaméthasone pour que ça dégonfle et qu'il puisse respirer », dit Rublox. Comment ça va, Rublox? Ça va? Salutations, dit-il. J'ai arrêté de manger du saumon quand le vétérinaire a changé les croquettes de mon chien pour celles au saumon à cause du prix, dit-il. Salutations, bon, dit-il.
Ah, je crois qu'il parle à quelqu'un d'autre, non? Pantolita s'est déshydraté et est tombé malade. D'accord, d'accord. Et là, tu as ce truc, comment ça s'appelle? Avec. Comment il l'appelle, celui-ci? Avec hydratation de, comment ça s'appelle? De minéraux. Avec du sérum. Avec du sérum, oui. Oui, oui, elle dit, Christy, je suis allergique aux pénicillines, j'ai des éruptions sur toute la poitrine, beaucoup de gens ont des réactions, mon mari aussi. Ah, oui, mais pas moi. Ce qui m'est arrivé, c'est que... Eh, Salutations. Canhão. Ce qui m'est arrivé, c'est que... mm, C'est-à-dire, moi, j'étais gamin, j'avais 13-14 ans, et j'étais chez le dentiste. Heureusement, maman était là, et puis tout à coup, elle me met ce truc, et elle me dit, bah bon, dans 5 minutes, je ne sais pas quoi, et tout à coup, je me réveille, et j'étais sur une place. Moi, comme ça, c'est-à-dire d'être chez le dentiste, tout à coup, je me suis retrouvé sur une place. Moi, comment ça? Qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce qui s'est passé? Et non, non, eh bien, maman me dit, elle me dit, bah, tu te rends compte que le médicament t'a fait une réaction, et tu as commencé à marcher, et ils ont dit, bah, dans les rues, partout, et maman, eh bien, elle allait comme ça, et lui, enfin, elle dit qu'elle allait comme ça en parlant, et en disant des choses comme ça, en délirant, n'est-ce pas? Car cela m'a provoqué une réaction étrange. On t'avait déjà fait la procédure et mis de la pénicilline à la fin ou au début? J'imagine que c'était à la fin, j'imagine, parce qu'on est déjà rentré le jour même. Enfin, voilà, mais je marchais comme ça, et j'ai marché partout comme ça, et évidemment, je faisais attention à ne pas me faire renverser, c'est tout, non? Oui, qui sait? Ada dit, moi je suis allergique à la ciprofloxacine. C'est un antibiotique très utilisé et mon allergie s'est développée après qu'on me l'a prescrit pour combattre une bactérie de la gastrite. Il a salué, il a fait la fête là-bas, non, tout le monde a quelque chose, une petite allergie par-ci par-là. Comment vas-tu, Vic? Escarcega, comment tu vas? Il dit, salutations, très bien. Salutations. Oui, non, je ne sais pas ce que c'était, Vic, mais c'est la réaction que j'ai eue. Oui, c'est bizarre. Oui, c'était bizarre, tu vois. Salut ton père. C'est génial d'être dentiste, spécialisé dans les soins pour enfants, n'est-ce pas? Chélis dit, j'ai eu 3 crises d'anaphylaxie à cause des sulfamides. Ça m'a servi de prétexte pour ne pas me faire vacciner. Salut, Chélis. Salut Chélis, un père ne se résume pas en une phrase. Mais enfin, je veux dire, tu vois, chaque corps est un monde à part, c'est-à-dire qu'il y a des réactions vraiment bizarres, non? D'un coup, j'ai entendu des cas où les gens sont allergiques à des choses auxquelles tu t'attends le moins, et soudain, comment tu t'en es rendu compte? Non, enfin, ou quoi? Tu fais des allergies par moment comme toi, tu en avais au niveau de la bouche pendant un temps, et puis soudain, ça ne le fait plus. Oui, c'est ça. Moi, Chélis, j'étais très allergique à beaucoup de choses. Des choses. Moi, Chélis, moi aussi. Moi aussi, oui, je l'ai vu. Oui, je l'ai vu. Oui. Oui. Que souvent, Yolanda, à part qu'il y a des salauds sur la lèvre, la naturaleza, je l'obtiens. Salut, comment tu vas? Papa de Novak? Oui. Papa de Novak, comment vas-tu? Très bien, moi aussi. Guillermo, moi aussi. Nico dit, bonjour. Je suis chroniquement allergique aux politiciens. Pareil, ça me donne des démangeaisons. Il dit, Bonjour communauté, salutations d'Oropesa, salutations. De la mer d'Espagne, il dit ici, il fait presque jour. Nico, bonjour, salutations, il dit. Je suis allergique aux politiciens, je l'ai vu, Guillermo, je crois qu'ici, beaucoup d'entre nous sont allergiques à ces politiciens. Bon, allons-y. allons-y les gars. Rappelez-vous que nous sommes sur WhatsApp, sur Telegram. Voilà, il suffit de scanner avec votre téléphone et ça vous amènera sur Telegram. Et nous sommes aussi sur Facebook, Instagram et X. Bonsoir à tous ou bonjour à ceux qui sont en Espagne. Un grand salut à tous. Demain matin, nous serons ici pour vous informer sur l'actualité. Merci, à demain. Nous interrompons votre programme habituel. Merci de vous être connecté à la vérité. Ici, c'est Pépé en direct. La vérité est intense, l'insolite est réelle. Ici, nous l'analysons, approche globale. Ne reste pas à l'écart, connecte-toi à la chaîne Pépé en direct, contrôlant le signal Pépé et Astrid disant la vérité. Journalisme brut, ici on respecte. Active l'alerte, ne perds pas le fil jusqu'à la prochaine. Oui monsieur. On fait l'appel, abonne-toi.